Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez ces deux individus? Mais oui, bien sûr, c'est Émile Pereire et Isaac Pereire, les fameux frères Pereire. Je m'appelle en fait de mon nom de jeune fille Pereire et j'allais à l'école pas très loin de la place Pereire et j'habitais place Pereire. Donc, si vous voulez, j'allais dire, je suis tombée dedans quand j'étais petite, quoi. Moi, j'ai deux de mes arrière-grands-parents qui ont travaillé au chalet Pereire de 1902 à 1912. Ah, je me sens très Pereire. Pereire est un de ces noms mystérieux que j'entendis évoquer souvent pendant mon enfance bordelaise. Je compris plus tard. Mon père était devenu cheminot à la Compagnie du Midi. Et puis, nous étions voisins de cimetière et pour une part de destin. Pourquoi ces bâtisseurs n'étaient-ils pas devenus des gloires nationales? Car voilà deux frères, Émile et Isaac Pereire, dont le parcours et l'œuvre, gigantesques, ont disparu de nos écrans radars. Et pourtant, l'œuvre, elle est là, sous nos yeux. La ligne Paris-Saint-Germain, la première gare Saint-Lazare, la compagnie des chemins de fer du Midi qui relie Bordeaux à la Méditerranée via Toulouse, une des ancêtres de la SNCF, du TGV, de l'aménagement du territoire. Arcachon et sa ville d'hiver. L'hôtellerie de luxe à Paris, l'immobilier autour du parc et de la plaine Monceau, la rue de la République à Marseille, la compagnie générale transatlantique, les premiers paquebots de passagers, les chantiers de Penhoët, le service postal en Algérie et Tunisie, et puis des conserveries, des salines, les blanchisseries, les compagnies d'éclairage et de chauffage dans le Paris de Haussmann, des assurances, Confiance, Paternelle, Phoenix en Espagne, les chemins de fer en Russie, en Autriche, en Espagne, l'invention d'un modèle de banque, des projets, des réalisations, jusqu'en Turquie. Alors d'où viennent ces entrepreneurs? De quelle histoire surgissent-ils? Leur grand-père fut célèbre, leur père a failli être guillotiné, et leur maman fut très pauvre. Dans la France de Louis XV, Bordeaux est une ville opulente, enrichie par le commerce des îles. La communauté juive est nombreuse, puissante, assimilée. Les familles s'appellent Rabat, Gradis, Azevedo, Francia, tous négociants, armateurs, agents de change. Un homme les représente à la cour de Versailles. Il s'appelle Jacob Rodriguez Pereire. Il a inventé un langage pour les sourds et muets. Diderot et Rousseau le connaissent, saluent son esprit inventif. C'est un homme des Lumières. Il aura de son épouse, Myriam Lopez Diaz, une petite fille, Abigail, et un petit garçon, Isaac. Cet Isaac Rodriguez Pereire sera le père de nos deux héros. Mais, auparavant, il traverse la Révolution à Bordeaux, non sans mal. 1793-94, la commission militaire qui siège place Nationale, l'ancienne place Dauphine, face à la guillotine, le convoque et l'accuse. Cupidité, spéculation, ruine du commerce. Isaac se défend. Il échappe au pire, mais doit passer à la caisse. J'ai retrouvé, en Angleterre, chez Anita Pereire, où me mène son fils Marc, ce document exceptionnel. On y lit ceci. L'accusé a fait disparaître les soupçons par un développement de sa conduite politique, de laquelle il résulte que, né juif, il a toujours béni une révolution qui lui a donné une existence civile. Et l'arrêté ajoute ceci. Il a fait à la patrie tous les dons pécuniaires que lui permettaient ses facultés. C'est donc écrit. Isaac Pereire a dû cotiser lourdement pour sauver sa tête. Ses deux fils,
Émile et Isaac, nos héros, naissent sous l'Empire. Quelques années plus tard, son épouse, Rebecca Fonseca, devenue veuve, ouvre une mercerie-toilerie au juste prix, ici, 2 rue Bouhot, aujourd'hui rue Sainte-Catherine, près des Fossés, au rez-de-chaussée de l'hôtel particulier de la grande famille juive, les Gradis. Malgré cette aide, mauvaises affaires. La boutique ferme. Les 2 garçons, Émile et Isaac, vont travailler chez Gradis et chez Nounès, des maisons de commerce, où ils apprennent les écritures, l'argent, le change, le goût des affaires. Puis, direction Paris, où les cousins Rodriguez sont établis. Changement d'horizon, le cousin Hollinde est brillant, normalien, il connaît le Paris artiste, les musiciens, Mendelssohn, Meyerbeer, Fromental à Lévis. 30 ans plus tard, ensemble, ils fonderont la synagogue de la rue Buffo à Paris. Fromental va épouser une Rodriguez, Léonie. Ce petit et ce grand monde cousine de Bordeaux à Paris. Nos 2 petits Bordelais, Émile et Isaac, sans fortune, iront travailler chez Rothschild et chez Vital. Ils vont surtout découvrir Saint-Simon et le saint-simonisme. Un financier saint-simonien, c'est quelqu'un qui fait confiance à l'industrialisation pour améliorer le niveau de vie général de la population. Mais il ne faut pas laisser faire le marché. C'est un capitaliste qui prétend donc organiser effectivement le développement des affaires, le rationaliser pour mettre fin à l'anarchie capitaliste. Et il y a une idée finalement centrale chez les Saint-Simoniens, c'est que ce sont les élites économiques qui doivent prendre en main les affaires du pays dans tous les sens du terme. Donc le saint-simonisme est un petit peu considéré comme précurseur du socialisme. C'est assez curieux, c'est un capitalisme organisé, un capitalisme technocratique en quelque sorte, mais qui est considéré, même par Marx, comme une idée précurseur du socialisme dans la mesure où finalement le capitalisme est rationalisé. La voie est tracée et ils commencent par écrire des centaines d'articles dans la presse où ils inventent la rubrique boursière. Ils sont les propagandistes du chemin de fer, de la réforme du crédit. Puis ils passeront aux actes. Raconter leur histoire d'entrepreneurs, c'est la redécouvrir. Elle a été enfouie malgré les plaques de rue. L'enquête, c'est arbitraire, commence à Arcachon, alors qu'ils sont, sous le Second Empire, au fait de leur gloire et puissance. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous connaissez ces individus? Oui, mais ça fait très longtemps qu'on les a pas vus. Émile et Isaac Pereire sont avec d'autres dans les années 50 et 60 les inventeurs d'Arcachon. Comment et pourquoi? En tant qu'investisseurs, ils ont voulu participer à l'essor de la station balnéaire d'Arcachon, d'autant qu'ils avaient racheté avec la Compagnie du Midi la ligne Bordeaux-La Teste prolongée jusqu'à Arcachon. En tant que particulier, une légende locale veut que Émile Pereire était asthmatique et que le bon air du bassin d'Arcachon et des pins de la forêt landaise et girondine pouvaient le soigner et le guérir. Nous étions là sous un pont de rocaille, vestige du parc des frères Pereire, aujourd'hui bâti et divisé après sa démolition en 1959. Ces images familiales témoignent de la vie d'avant. À côté de ce parc privé, Émile et Isaac créent une ville nouvelle, la ville d'Hiver. L'essentiel de la ville d'Hiver, c'est quand même un projet immobilier et un projet qui devait rapporter avec en vue naturellement une spéculation à la clé. Mais même la ville d'Hiver, qui est une ville nouvelle, qui est donc un projet très moderne, un projet urbanistique intégrée, il ne faut pas la comprendre seule, sans le chemin de fer et sans également la mise en valeur des landes girondines que voulaient vraiment Émile et Isaac, un petit peu moins, enfin surtout Émile.
Armelle Bonin, nous sommes sur une passerelle qui bouge. Ça fait un peu peur quand même. Oui, justement, c'est exprès, parce que le fait qu'on ait un peu peur prouve qu'on est bel et bien ici, au-dessus de ce qu'on appelait à l'époque du Second Empire, la vallée des émotions. Et c'est voulu parce que ainsi, la ville d'Hiver possédait dès son départ, puisque cette passerelle est construite en 1863, elle était prévue pour être un des éléments ludiques de la ville d'Hiver. Et tout de suite, quand Émile Pereire a demandé en 1857 l'autorisation de monter son projet au ministre Pierre Mann, ministre des Finances, il avait promis tout de suite de faire des infrastructures ludiques pour que les touristes déjà de l'époque, les premiers touristes ou les habitants de la ville d'Hiver puissent se distraire. Le Casino Mauresque, l'orgueil des frères Pereire au sommet de la ville d'Hiver. Une architecture impressionnante, un mélange et des citations de la mosquée de Cordoue et de l'Alhambra de Grenade avec ses coupoles, ses arcatures mauresques. D'où le nom du parc mauresque. Mais de ce casino, de cette salle de spectacle, de ces salles de jeu, aujourd'hui, il ne reste rien, sauf une maquette qui est là, des photographies naturellement, et notamment celle de Alphonse Terpereau, le souvenir, puisqu'il a brûlé en 1977 pendant l'hiver. On aurait pu d'ailleurs le reconstruire, puisque ces photographies prises après l'incendie, le lendemain, montrent que les murs étaient là, sauf le toit, sauf les coupoles. On aurait pu le restaurer, et il aurait été au milieu de ce parc mauresque aujourd'hui. Alors quand je dis qu'il ne reste rien, c'est pas tout à fait vrai. Il reste le pavillon des gardes, qui est un beau témoignage de cette architecture néo-mauresque. Les premières villas de la ville d'Hiver ont été construites en kit. On faisait venir les matériaux par le chemin de fer, la brique de Biganos, le bois, les pierres, tout ça venait de l'extérieur et arrivait par le train à Gare d'Arcachon. Entre promoteurs, ingénieurs, architectes, s'est inventé alors le style arcachonnais. C'est un mélange d'exotisme mauresque, de citations historiques, des créneaux, des donjons, des arcs romans, de la décoration byzantine. Mais le style arcachonnais, c'est surtout les festons d'avant-toit, les balcons, les balustrades, les ornements découpés, qui viennent tout droit des Alpes suisses et du pays de Bade. Alors, la signature des Pereire, c'est l'éclectisme et l'utilitaire. Avec des chalets pensions de famille, ils accueillent les patients. Grâce aux recommandations de certains médecins, dont d'ailleurs M. Pereira, des cousins des Pereire, dès les années 1850, l'air d'Arcachon, qui est à la fois finalement l'air balsamique, comme on dit souvent, qui est à la fois marin et forestier, est censé être bon pour les maladies pulmonaires. Et du coup, les touristes, souvent, sont dans l'entourage de malades et la famille les accompagne et puis tout le monde profite finalement de cette ville-parc à l'anglaise construite ici sur ces dunes d'Arcachon. C'est aussi à cause de cela que dans l'urbanisme lui-même, on peut en voir un peu la traduction, parce que notamment dans la partie ouest, les allées sont souvent courbes. Dès le départ, aux côtés de Paul Regnault, ingénieur en chef de la Compagnie du Midi qui dessine les premières parcelles et ainsi que les premières allées, dès le départ, les médecins sont effectivement consultés et ce sont eux qui recommandent ces allées courbes afin que les malades ne reçoivent pas de plein fouet, si je puis dire, les grands vents d'ouest qui viennent du bord du bassin. Ils sont ainsi abrités et les maisons également sont très souvent orientées au sud pour que les malades puissent prendre le soleil, puisque soleil et air sont les deux éléments de ce qu'on appelle alors déjà la cure libre. Arcachon est devenu un produit qu'il s'agit de lancer. Napoléon III, lui-même, vient 2 fois en visite officielle, sous une pluie battante,
puis en visite privée. On le voit ici, avec les filles Pereire, au balcon du chalet familial. L'empereur Napoléon III, à chaque fois, a épaulé en quelque sorte Émile Pereire et les milieux parisiens aussi dans leur ensemble pour qu'il ait eu la permission d'acheter une grande partie de la forêt domaniale qui avait été replantée ici depuis le début du XIXe siècle. Aux archives municipales d'Arcachon, on conserve le discours du maire, Lamarque de Plaisance, accueillant l'empereur. Discours qui témoigne de la proximité entre le pouvoir politique et les entreprises des Pereire. Quel brillant avenir s'ouvre désormais devant nous. À côté de la ville d'été, s'élèvera bientôt une ville d'hiver dans notre salutaire forêt. La science en a conseillé le projet. La bienveillance de l'honorable président de la Compagnie du Midi, Émile Pereire, est prête à le mettre à exécution. Quant à la deuxième, en 1863, la ville d'hiver est déjà sortie de terre puisqu'en 3 ans, avec 1500 ouvriers, la quarantaine de premières villas sont déjà construites, on pourrait le dire. Donc en 63, c'est l'étape déjà d'après, c'est-à-dire c'est véritablement déjà le lancement. Au chapitre promotion, on fait donner les grandes orgues. Le célébrissime Alexandre Dumas débarque en juin 1863. Le reporter du Petit Journal écrit « La Compagnie du Midi, toujours si gracieuse pour la presse, avait mis un wagon spécial à la disposition de M. Alexandre Dumas. Après une promenade à la Villa Pereire, cette fantaisie poétique, ce rêve réalisé à force d'art et d'intelligence, nous parcourons la ville d'hiver et nous arrivons au Casino Mauresque, brillamment illuminé. À 8 heures, un magnifique dîner préparé dans les salons du buffet chinois par les soins de la compagnie, rassemblés autour de M. Dumas une douzaine de convives. Au dessert, le maire de Bordeaux porte un toast en verre à Alexandre Dumas qui promet de revenir. Émile Pereire avait acheté ici, depuis la commune de Audange, Lanton, Biganos, Mios, Codos, 11 000 hectares de landes à reboiser et à drainer, car il fallait participer à l'effort du Second Empire pour drainer et donner vie à ce grand massif des Landes. La commune de Marcheprime est née plusieurs dizaines d'années après de cet effort, de cette entreprise. Mais de cette époque, de l'époque d'Émile Pereire, il reste l'église, la maison du régisseur, où gîte aujourd'hui bibliothèque et école de musique, où apprennent à chanter les enfants des écoles, et un parc. Un parc qu'on continue à appeler le parc Pereire, où les plus vieux arbres sont les séquoias. Ce sont des séquoias ici, braves bêtes, qui ont l'âge des deux frères, Isaac et Émile. Émile Pereire a signé de ses deux initiales, EP, la clé de voûte de l'église Saint-Émilion de Marcheprime. Pourquoi Saint-Émilion ? Bien parce que le cardinal archevêque de Bordeaux n'avait pas trouvé à l'époque, en 1862, Émile dans le calendrier des saints de l'église catholique, apostolique et romaine. Alors, Émilion a fait l'affaire. La marraine de ces cloches, Marie Ronet, est la petite-fille d'Émile Pereire. Elle est aussi l'arrière-grand-mère de Myriam Blanchy, épouse Crénesse, qui ouvre pour nous l'album au souvenir de la Villa Pereire au XXe siècle. On ne dînait à table que quand on avait fait sa première communion. Et je crois que je suis la première de la descendance de ma génération à l'avoir fait, et la dernière parce qu'après il y a eu la guerre et que c'était plus du tout la même chose. À ce moment-là, il y avait 3 générations, puisqu'il y avait mes grands-parents, la génération de ma mère et de ses sœurs et frères, et nous, les petits-enfants. Donc ça faisait 3 générations, et l'été, on passait au moins un mois à Arcachon, pratiquement tous ensemble, avec un formalisme, on s'habillait pour déjeuner, on n'arrivait pas en short à déjeuner, même si on partait ensuite faire des régates, ce qui était le cas de ma mère et de ses frères. On se changeait pour dîner. Et puis il y avait un personnel assez important puisqu'il y avait
je crois, un valet de chambre, un maître d'hôtel, plusieurs femmes de chambre, plusieurs personnes à la cuisine. Et nous avions tous, des nurses pour s'occuper de nous. La propriété était tellement grande qu'on n'osait pas aller jusqu'au bout de l'allée, qui aujourd'hui est à 500 ou 600 mètres, parce que c'était le mystère. Et là, on sortait de la maison, mais on allait sur la plage, mais on n'allait pas au bout de la propriété. Bonjour, est-ce que vous connaissez ces deux individus? Oui, je les connais. Ça, c'est Émile et ça, c'est Isaac Pereire. Donc c'est avec vous que j'ai rendez-vous. Très bien. Nous sommes au Café de la Paix, inauguré avec son grand hôtel le 5 mai 1862 par l'impératrice Eugénie au bras d'Émile Pereire, Offenbach à la baguette. Deux ans de travaux, jour et nuit, sur ce chantier. Les frères sont au sommet de leur réussite bancaire et immobilière. Nicolas Stotskopf raconte leurs débuts. Les frères Pereire écrivent dès le début de la monarchie de Juillet dans les journaux parisiens. Ils écrivent beaucoup sur le crédit. Donc ils ont tout un projet d'organisation bancaire qui permettrait d'abaisser le taux du crédit, car c'est ça l'essentiel, c'est finalement de mettre fin à l'usure et de permettre à l'argent de circuler beaucoup plus facilement. Et de même, il faut permettre aux marchandises de circuler beaucoup plus facilement. Et donc quand ils obtiennent la concession du Paris Saint-Germain en 1832, c'est avec l'idée de construire la première ligne de chemin de fer pour des voyageurs, une ligne expérimentale qui permettrait, avec un but pédagogique, pour faire comprendre finalement aux Parisiens ce que c'est que le chemin de fer. La ligne est inaugurée en 1837 par la reine Marie-Amélie et Émile, directeur de la société, qu'il avait fondée avec les Rothschild et d'autres banquiers. La France va se couvrir d'un réseau ferroviaire en étoile. Partage féodal, les Pereire avec les Rothschild au nord, Talabot vers Lyon et Marseille, puis les Pereire seuls créent la Compagnie du Midi et son réseau. Les chemins de fer, c'est le progrès, c'est le développement d'un pays, c'est le progrès économique et social, c'est le territoire. Et en même temps, n'oublions pas, les Pereire, et ce qui est original, c'est que c'est une fratrie, ce sont des entrepreneurs. Donc concilier l'intérêt général, l'intérêt de la nation, avec l'intérêt d'entrepreneurs, d'industriels. Donc le chemin de fer, c'est véritablement la religion industrielle. Bonjour madame. Est-ce que Bonjour, vous monsieur. connaissez ces deux personnes? Ce monsieur-là, je le connais. C'était le grand-père de mon grand-père. Donc Voilà. c'est bien ici que sont les archives. Voilà. Notre enquête se poursuit à Paris chez Géraldine Pereire Enochsberg, petite fille du petit-fils d'Émile. Dans un massif d'archives dont elle a la charge, la lettre d'Émile Pereire racontant à son épouse le plus beau jour de sa vie. Les deux frères arrivent à Toulouse-Matabiau sur deux locomotives, l'une venant de Sète, l'autre de Bordeaux. Tout s'est admirablement passé et je puis dire que jamais une inauguration, excepté peut-être celle de Saint-Germain, ne m'a causé une aussi vive émotion, une plus grande satisfaction. Celle de Saint-Germain était un début, et sous ce rapport, elle avait pour moi un attrait et une importance très grandes. Mais celle du chemin de Midi a eu un éclat, et elle a consacré pour le pays que nous avons traversé un événement si considérable par les conséquences qu'il doit avoir pour son avenir. Et j'ai pu me trouver fière de me trouver généralement acceptée comme la personnification de cette grande chose que l'on appelle la jonction des deux mers.
La Compagnie du Midi, c'est un réseau. Et un réseau, il n'y a pas que les voies, il n'y a pas que les gares. Il y a toute la logistique, il y a tout le système. Il y a tout le système pour l'accueil, le logement des voyageurs, les buffets, les hôtels. Il s'agit bien d'aménager des trains de plaisir, quelle que soit leur échelle. Des trains de plaisir pour des clientèles extrêmement variées. La Compagnie du Midi, elle a à sa disposition le littoral. Elle a à sa disposition l'héritage thermal. Mais aussi la création d'une nouvelle manne, le tourisme religieux. La Compagnie du Midi a donc permis à Lourdes de devenir un lieu de pèlerinage facile et massif. De même, le réseau ferroviaire a structuré jusqu'à nos jours l'économie agricole et industrielle du Grand Sud-Ouest. Nos modernes régions en sont les filles. Voilà deux frères, très vite surgis du monde de la presse et des affaires dans ces années 30 et 40, sous le règne de Louis-Philippe, dont le ministre Guizot aurait recommandé « Enrichissez-vous par le travail et l'épargne ». Deux hommes également entreprenants, mais différents. On parle toujours des frères Pereire, et de fait, ils étaient très liés, ils formaient une unité indissoluble, mais c'était quand même deux personnalités différentes, avec des formations et des qualités différentes. Émile s'est formé à la bourse, Isaac s'est formé comme comptable. Émile tenait la plume, c'était un très bon journaliste, hein, tandis que Isaac était davantage un orateur. Et par la suite, Émile est vraiment l'entrepreneur né, l'imaginatif, le créatif, l'aménageur aussi, c'est-à-dire qu'il a véritablement une conception de l'aménagement du territoire avant la lettre. Il s'intéresse beaucoup au chemin de fer, il s'intéresse au développement urbain, à l'immobilier, etc. Alors qu'Isaac est davantage le gestionnaire, le banquier, celui qui d'ailleurs est le patron du crédit immobilier et qui investit à l'étranger et qui est véritablement le gestionnaire donc des entreprises. Et ces deux personnalités fondent une famille commune. Les frères Pereire sont très liés entre eux, liés au point que, par exemple, Isaac épouse la fille d'Émile, et que donc, en quelque sorte, Émile devient le beau-frère de sa fille, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. D'ailleurs, il y a eu à ce sujet-là une fâcherie entre les deux frères, mais pas suffisamment quand même pour remettre en question leurs relations. Leurs relations sont si unies qu'ils forment entre eux, en 1857, la Société civile universelle Pereire, qui est une sorte de communauté universelle. Ils mettent leurs biens en commun, qui désormais seront donc gérés par cette société et qui a été d'ailleurs prolongée après leur mort. Dans le Globe et le National, les journaux du temps, des centaines d'articles d'Émile témoignent. Les Pereire réfléchissent dès la monarchie de Juillet à une organisation du système bancaire. Et en bon saint-simonien, ils veulent créer un système structuré avec une division des tâches, des banques spécialisées pour chaque fonction. Et ils ont pu commencer à mettre en œuvre leurs projets à partir de la Deuxième République, donc à partir de 1848. Donc ils participent à la fondation du comptoir d'escompte de Paris, donc qui est une banque pour aider les commerçants dans leurs opérations de court terme. Ils sont présents dans la création du Crédit Foncier, qui est une banque hypothécaire, au contraire, pour des prêts à long terme. Et le Second Empire leur offre l'occasion, avec le soutien de l'empereur et du ministre de l'Intérieur Persigny, de fonder le Crédit Immobilier, qui est une sorte de prototype de banque d'affaires, avec des ambitions très très fortes de la part des Pereire, parce qu'ils prétendaient drainer les épargnes pour investir dans l'économie française, mais pour être en quelque sorte la seule banque qui dirige finalement l'investissement dans l'économie française. Et pas seulement française, le crédit ne connaît pas de frontières. Ce crédit immobilier a servi de modèle dans toute l'Europe. Il y a eu, avec des noms locaux, un crédit immobilier en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas. Cette banque nouvelle, c'était une banque qui devait rassembler des capitaux en émettant des obligations, en émettant beaucoup d'actions et ensuite
proposer des crédits aux entreprises qui se créent dans le cadre de la première révolution industrielle. Des crédits durables, des crédits à moyen terme, des découverts et des crédits de trésorerie à une grande échelle. Ça n'avait plus rien à voir avec les petites maisons de banque familiales. Cette révolution bancaire a permis les investissements ferroviaires des Pereire, de l'Espagne à la Russie et l'Autriche. Elle a été également décisive pour lancer leur aventure immobilière. Hôtellerie de luxe à Paris, avec le Grand Hôtel du Louvre et celui du futur Opéra, tous deux créés pour les visiteurs des expositions universelles. Et puis, le lotissement d'un vaste quartier parisien, ce sera l'essentiel de l'actuel 17e arrondissement, formidable urbanisation du parc Monceau et de la plaine Monceau. Les frères Pereire ont été l'un des moyens essentiels qui ont permis à Haussmann de réussir la transformation de Paris. Cette complicité vient précisément du fait que les frères Pereire ont aidé Haussmann dès son arrivée à la préfecture de la Seine en juin 1853, par des prêts, par des achats de terrain, par des campagnes publicitaires en faveur de l'urbanisation nouvelle qui était celle de la politique de Haussmann. Les frères Pereire en ont beaucoup profité, puisqu'ils ont gagné beaucoup d'argent dans les opérations immobilières, que ce soit rue de Rivoli, que ce soit Parc Monceau, Plaine Monceau, ou bien dans le quartier de l'Opéra. Si au nord-ouest de Paris, l'ensemble est durable, spectaculaire, les résultats financiers sont parfois aléatoires. Le parc Monceau doit beaucoup aux frères Pereire. C'est un de leurs grands succès sur le plan urbanistique et immobilier. Mais en même temps, c'est le moment où la chance va commencer à tourner. Il a fallu d'abord négocier la cession de ces immenses terrains avec leur propriétaire, la famille royale des Orléans. Émile est l'intermédiaire heureux. Négociation réussie. Et les Pereire dans tout ça, quelle est leur récompense, leur rémunération? La ville de Paris leur cède tous les terrains qui se trouvent autour du parc Monceau. Et sur ces terrains qui se trouvent autour du parc Monceau, les Pereire reçoivent le droit de la ville de Paris de construire des immeubles. Ce sont surtout des très beaux hôtels particuliers avec les privilégiés des privilégiés, ceux qui sont dans un certain nombre d'avenues, de courtes avenues qui portent le nom, entre autres, de Rembrandt, Ruisdael, Van Dyck, etc. et qui ont un accès direct sur le parc Monceau. Et ça permet aux Pereire, évidemment, de les vendre très cher à des clients difficiles, parce que c'est des banquiers, c'est des aristocrates, ils veulent le Porsche de cette manière et pas de telle autre. Mais enfin, c'est une superbe affaire immobilière. Les Pereire réalisent pour le compte de la ville de Paris les voiries pour que ça aille plus vite. Et en même temps, donc, ils bâtissent, ils construisent et les rues nouvelles donnent de la valeur à ces immeubles. C'est des opérations absolument fantastiques. Alors pourquoi est-ce que c'est le début des difficultés? D'abord parce qu'il y a des jalousies. En particulier, il y a la jalousie mortelle des Rothschild qui cherchent par tous les moyens à faire chuter les Pereire. De cette rivalité, on reparlera. Mais terrains et immeubles prestigieux se vendent moins vite que l'épargne ne s'accumule au crédit immobilier. Ce qui a été déterminant dans l'avenir des Pereire et du crédit immobilier, c'est qu'on leur a interdit finalement de mobiliser les ressources financières qu'ils espéraient. Et donc ils ont dû compter sur leurs propres capitaux. Donc leur base financière dès le départ était quand même très étroite. Ce qui ne les a pas empêchés de faire beaucoup avec très peu de choses. Et cette étroitesse financière, naturellement, a fini par se retourner contre eux quand, dans les années 1860, plus exactement en 1867, le crédit immobilier s'est retrouvé prisonnier, disons, des affaires mauvaises de la compagnie immobilière, notamment à Marseille. Cette rue impériale à Marseille, aujourd'hui rue de la République, a été en effet un boulet. Les immeubles haussmanniens ont peu à voir avec le mode de vie marseillais. Émile et Isaac assument cependant ce chantier qui leur fut imposé par le pouvoir. En même temps, ils bâtissent ou embellissent pour eux-mêmes. Les vignes,
et le Château Palmer, en Médoc, appellation Margaux, puisque les Rothschild ont Laffitte. Armainvilliers, en Seine-et-Marne, puisque les Rothschild ont Ferrières, à 2 tours de calèche. C'est à qui réussira les plus brillantes réceptions. Faubourg Saint-Honoré au 35. Les Pereire transforment un hôtel particulier, aujourd'hui chancellerie britannique. Y reçoivent et y exposent leur collection d'art, comme les Rothschild, rue Saint-Florentin. Ainsi, de part et d'autre de l'Élysée, les soirées des uns et des autres rivalisent de brillants et d'embouteillages. Il y a un match Rothschild-Pereire qui est un peu un match de la vieille banque, la banque traditionnelle, la haute banque que représentent les Rothschild, c'est-à-dire une banque qui travaille avec sa propre fortune. C'est ce qui fait finalement la force des Rothschild, c'est leurs capitaux propres, leur fortune personnelle qui garantit leurs opérations. Alors que les Pereire, eux, sont du côté de la nouvelle banque, c'est-à-dire une banque qui est une banque par action, une banque qui est structurée en société anonyme. Les Pereire sont venus jouer les trublions en créant leur nouveau modèle bancaire. Les Rothschild, jusqu'alors, avaient plus ou moins dominé la place parisienne et le monde de la haute banque. Ils étaient influents notamment à la Banque de France, qui était une société privée. Et ces Rothschild se sont sentis un peu bousculés, écartés des nouvelles affaires. Donc les Pereire, c'est vrai, ont occupé le terrain pendant une petite dizaine d'années. Donc il y a eu une contre-attaque des Rothschild qui ont essayé de créer une banque du même type. Et il en est résulté la Société Générale. Mais les Rothschild eux-mêmes ont évolué. Du coup, ils ont changé leur propre modèle. Ils en sont eux-mêmes dotés des moyens d'information, des contacts avec les innovateurs. Et ils se sont lancés eux aussi dans la banque moderne, dans la banque industrielle, avec des participations minières par exemple. Rothschild, Pereire, finalement, on a beau être entrepreneur ou banquier, on n'est pas du même monde. Émile Pereire a commencé en grande partie sa carrière donc chez Rothschild, Rothschild qu'il appelait d'ailleurs le petit Pereire. Et il a, pendant un certain nombre d'années, les Pereire et les Rothschild ont donc travaillé de concert dans le développement des chemins de fer. Les Pereire, notamment, étant très présents dans la fondation de la Compagnie du Nord, donc qui a construit la ligne vers Lille, la ligne de chemin de fer vers Lille. Mais le moment de la rupture est très daté, c'est novembre 1852, au moment où les Pereire fondent le Crédit Immobilier et fondent d'ailleurs aussi au même moment la Compagnie du Midi. Les Rothschild devaient participer à la Compagnie du Midi et finalement ils s'en retirent, ce qui est la marque de la rupture entre les deux familles et entre ces deux grands financiers. Capitalisme financier, capitalisme entrepreneurial, le match n'est pas que symbolique. Et puis, la France, aime-t-elle ses entrepreneurs ? Alors que voulez-vous, les Pereire sont des grands créateurs, mais les Français préfèrent finalement les artistes, les généraux, les savants aux grands entrepreneurs. Pourquoi ? Alors peut-être parce que ces grands entrepreneurs sont aussi des gens qui sont très très riches, qui étalent leur richesse. Mais les Pereire subissent quand même un gros choc avec la chute du Crédit Immobilier en 1867 et ils perdent leur outil majeur. Mais ils ne perdent pas tout. Et leur famille, Isaac lui-même, a réussi à se rétablir dans les affaires et à les transmettre à ses enfants, notamment les affaires espagnoles, la Compagnie transatlantique, la Compagnie des chemins de fer du Midi, qui ont continué à être gérées par les descendants Pereire, qui ont fait souvent, comme c'était fréquemment le cas dans ces familles d'hommes d'affaires, qui avaient fait des études, qui ne se contentaient pas d'être des héritiers, qui étaient des ingénieurs, et qui donc étaient tout à fait capables de prendre la succession de leurs aïeux. Mais sans pour autant donner vraiment naissance à une dynastie Pereire, et ceci sans doute parce que finalement la figure des deux frères Pereire est tellement exceptionnelle, elle écrase tellement finalement à la fois l'ensemble de la famille et puis même l'histoire de France,
que c'est difficile quand même de reproduire ces carrières exceptionnelles et ces destinées exceptionnelles, surtout sous un régime qui finalement n'était encore moins favorable aux hommes d'affaires, c'est-à-dire la Troisième République. Il fallait vérifier le poids et la force d'un tel héritage sans dynastie. À Londres, Marc Pereire, petit-fils du petit-fils d'Isaac, a exercé la profession d'agent de change et de banquier. Marc Pereire, P-E-R-E-I-R-E. Pereire, à Londres, il faut épeler. Mais l'absence de notoriété vaut pour les deux rives de la Manche. Et pourquoi donc ? Parce que leur entreprise a disparu, et donc quand on n'est plus sur la première page des journaux, on ne parle plus de vous. Je crois que si le Crédit Immobilier avait survécu, le nom serait plus connu. Ils ne se sont pas fait que des amis en étant de jeunes parvenus. Parvenus, le mot est sans doute trop fort. Question de siècle. Ces deux frères, aux yeux des puissants, étaient partis de rien. À l'époque, on ne quittait pas son employeur pour se mettre à son compte. C'était la coutume de l'époque. C'était la façon, quand on avait la chance d'être employé par les Rothschild ou les Pereire ou n'importe qui, on y restait. Donc ils ont un peu cassé le moule. Et puis l'erreur que les gens continuent à commettre d'emprunter à court terme pour investir à long terme, ça, il ne faut pas avoir trop de dettes, et ils en ont fait. Des dettes, oui, mais la chute du crédit immobilier n'a jamais été une faillite. Et les deux frères ont tout remboursé. Oui, alors ça, j'en suis fier, parce que bien qu'ils aient plus ou moins inventé le concept de la société anonyme, où il n'y a que le capital de la société qui soit en risque, une fois que le risque est vraiment arrivé, au-delà de ce qu'ils devaient payer, ils ont payé de leur poche, et ça, c'est bien. François Pereire, le père de Marc, est né dans l'hôtel particulier du 35 Faubourg Saint-Honoré. Les meubles reçus en héritage recèlent parfois des surprises. Quand mon père est mort, son bureau est arrivé ici, et dans le tiroir, il y avait une toute petite note sur une carte de visite, sur laquelle il avait écrit « Quand tu t'assois à ce bureau, souviens-toi qu'il n'y a pas de substitut au travail et à l'honnêteté. » Est-ce que ce sont des valeurs Pereire ? Non. N'empêche qu'elles me viennent de mon père, donc je considère que c'est des valeurs familiales. Mais elles appartiennent à tout le monde. Bonjour madame. Bonjour. Autre regard, celui de Anita, la maman de Marc, au milieu de ses rosiers. Sont-ils oubliés, effacés, gommés, ces ancêtres glorieux ? Ah, je me sens très Pereire. On a beaucoup parlé des Rothschild. Alors, ce sont les Rothschild qui ont pris le devant de la scène et on a oublié un peu ce que faisaient les Pereire. Ils avaient laissé des témoignages importants et vous pouvez parler à n'importe qui pratiquement dans la rue, mais personne ne savait quelle était l'œuvre vivant à Paris des Pereire. Le grand investissement du Midi. Voilà. Le chemin de fer Russie. À Paris, au milieu des archives que creuse et contribue à classer Hélène Davis, une historienne australienne, Géraldine Pereire Enochsberg mesure l'oubli relatif des illustres frères. Par rapport à tout ce qu'ils ont fait, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu, et je trouve qu'ils ne sont pas assez connus. Il y a peut-être un peu comme une injustice, parce que c'est quand même... Alors ils étaient là, effectivement, c'était les bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit. Ils avaient leur culture, ils arrivaient de rien, ils avaient envie de faire des choses, ils étaient très, 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 très modernes. Et ils étaient trop modernes, ils étaient en avance. Reste la question politique. La connexion très étroite Pereire-Second Empire conduit à s'interroger. Sans ce régime autoritaire, comment l'histoire économique se serait-elle écrite ? Sous la monarchie constitutionnelle, Restauration et monarchie de Juillet, on avait débattu au Parlement, peu démocratique, mais on avait débattu depuis des lustres
des réformes économiques, des réformes ferroviaires, des réformes bancaires. Tout était prêt. Et il est clair que les divisions sous la Seconde République, la grande récession des années 1846-51 ont tout bloqué. Et l'arrivée miraculeuse, si l'on peut dire, du coup d'État et de la dictature bonapartiste ont permis de donner un coup de fouet. D'autant plus que Napoléon III a parié sur le développement économique pour créer ce qu'il appelait la prospérité impériale, créer de la richesse, des emplois, rallier à lui la bourgeoisie capitaliste pour stabiliser durablement le régime. Et donc les frères Pereire ont été, comme d'autres, comme les Talabot et d'autres, instrumentalisés par le régime pour participer à cette prospérité impériale. Ainsi, l'image du régime né d'un coup d'État fut pour beaucoup dans l'effacement des Pereire des pages du roman national. Leur éclipse bancaire et la dénonciation des intérêts des Pereire dans la presse d'opposition, notamment républicaine, ne doivent pas dissimuler le fait que les Pereire ont gardé de gros intérêts dans la navigation, dans la logistique, dans l'immobilier en région parisienne ou marseillaise. Donc, leurs gros intérêts ont été préservés. Même dans la Compagnie du Midi, leur influence est restée pendant un certain temps. Ils ont eu encore 20 ans d'activité, grosso modo, discrète. Bien sûr, ils devaient plus ou moins se cacher par rapport au régime républicain, puisqu'ils étaient identifiés plutôt à la prospérité impériale. L'historiographie républicaine a donc identifié les Pereire à Badinguet et à son Second Empire. On aurait pu aussi bien relier leurs entreprises à notre vie quotidienne. Lorsque Haussmann arrive à la préfecture de la Seine en juin 1853, il constate qu'il y a dans Paris 17 compagnies qui ont des concessions de transport de surface, c'est-à-dire qui ont des voitures qui sont tirées par des chevaux et qui ont l'autorisation d'exploiter une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Alors c'est l'anarchie la plus complète. Que fait Haussmann? Eh bien, il convoque les patrons des différentes compagnies et leur dit, voilà, je vous donne 3 mois pour fusionner, me faire une compagnie unique. Alors, mais comment fait-on, monsieur le préfet? Écoutez, adressez-vous à messieurs Pereire. Et donc, il charge monsieur Pereire, messieurs Pereire, d'organiser, de fédérer, etc. C'est donc le départ des transports parisiens et c'est l'ancêtre de la RATP. Et c'est aujourd'hui, par le métro, que la notoriété des Pereire subsiste dans le grand public. Une station, une place, un boulevard. Parfois, on me l'a glissé en souriant. Nous avons un boulevard. Les Rothschild n'en ont pas. Il y a beaucoup de descendants Pereire. Je crois qu'il y a une 450 au bas mot. Descendants Pereire. Moi, j'ai une petite particularité, c'est que non seulement je m'appelle en fait de mon nom de jeune fille Pereire, et j'allais à l'école pas très loin de la place Pereire, et j'habitais place Pereire. Donc, si vous voulez, j'allais dire, je suis tombée dedans quand j'étais petite. 3 générations de dames Pereire. Géraldine, entre sa mère Colette et sa fille Rachel, sont fiers d'avoir obtenu cette plaque au cœur visible de l'œuvre immobilière des fondateurs. Émile et Isaac ont honoré ici, au cimetière Montmartre, leur père et mère et leur grand-père Jacob, par qui leur histoire commence dans le Paris de Louis XV et des encyclopédistes.
J'ai voulu remonter plus loin le fleuve de leur histoire, dans la péninsule ibérique, théâtre tragique depuis 1492, des expulsions, des conversions forcées, des fidélités judaïques cachées, des va-et-vient entre Portugal et Espagne au gré des vents et des tolérances. En 3 siècles, des dizaines de milliers de familles juives ont pris le chemin de l'exil vers l'Orient, les Amériques ou Amsterdam. Une forte communauté se constituait alors entre Bayonne et Bordeaux. Les Pereire, les Rodriguez, comme d'autres, sont de ceux-là, dans le silence de ce cimetière bordelais d'avant la Révolution. Car sous le capitalisme heureux de ces entrepreneurs hors du commun, venus du livre des livres, il y eut quelque chose de messianique.